Bienvenue à cette conférence qui est organisée par la Société d'Histoire de la Guadeloupe en partenariat avec le MCTM, qui est le mouvement, Monde Caraïbe en mouvement, Monde Caraïbe transatlantique en mouvement, adossé au laboratoire de l'Université des Antilles LC2S, qui a changé de nom entre-temps, et à l'Université Toulouse Jean Jaurès, et bien sûr à nos partenaires, à la fois le Musart qui nous a accueillis ce matin à partir de 10h, et les archives départementales de la Guadeloupe qui nous accueillent maintenant. C'est un hommage. On a profité de la présentation de l'ouvrage Guadeloupe mai 67, qui a été l'un des derniers ouvrages auxquels Jean-Pierre Sainton a contribué, et lui rendre par là un hommage, puisqu'il a été un collègue, il a été un ami, et que sa perte nous a choqués, sa perte nous a aussi déconcertés. La douleur est toujours là, mais comme je l'ai dit ce matin, pour nous, Jean-Pierre était à la fois un guide, un collègue, un ami, mais il était aussi cette lumière qui ne s'est pas éteinte. Voilà. Donc, nous continuons un peu dans cette voie, c'est-à-dire la recherche sur nos territoires, sur la Caraïbe en général. Et puis voilà, je vais donc laisser la parole pour un mot à monsieur Benoît Julien. Merci Clara. Donc bonjour à tous, et je suis très heureux de vous accueillir aux archives départementales pour cette conférence. Je suis très heureux de voir que vous êtes venus, et donc très heureux de voir que finalement Pointe-à-Pitre, en tant que bastérien d'adoption, je suis très heureux de voir que Pointe-à-Pitre n'a pas absorbé toutes les énergies, et donc que vous êtes bien présents. Alors sinon, je dirais deux mots concernant Jean-Pierre Sainton d'une part et mai 67 de l'autre. Alors, concernant Jean-Pierre Sainton, bien évidemment, ses murs l'ont accueilli à de nombreuses reprises, et il a souvent et beaucoup fréquenté la salle des archives départementales. Mais le souvenir que j'en garde, c'est un souvenir plus récent d'une conférence qui s'est tenue ici même, dans cette salle de conférence aux archives départementales, il y a moins d'un an. C'était au mois d'avril, et c'était pour nous parler d'un sujet que j'ai trouvé traité de manière particulièrement émouvante et personnelle, puisqu'il s'agissait de retracer et de remettre dans son contexte toujours, parce que Jean-Pierre Sainton n'est pas historien universitaire pour rien, remettre dans son contexte l'histoire, la vie de Pierre Réjon. Et je crois que Pierre Réjon était un aviateur, et c'était surtout son grand-oncle, madame, je crois, le grand-oncle de Jean-Pierre Sainton. Et donc, il nous avait donné une conférence vraiment que j'avais trouvée très émouvante et sur un aspect très particulier de l'histoire. Ça, c'est le premier souvenir. Et puis, concernant quand même mai 67, alors là aussi, c'est toujours très intéressant pour un archiviste d'entendre parler de mai 67, presque valorisant, j'allais dire, parce qu'au bout du compte, à un moment ou à un autre, on finit par aborder la question des archives. On finit toujours par aborder la question soit de la communication, de l'accès aux documents d'archives, mais ça va même souvent au-delà. Ensuite, c'est des réflexions qui sont menées sur la collecte de ces archives. Quelles archives traiter ? Sur leur définition, sur leur interprétation, sur leur désignation, toutes choses, et puis bien évidemment sur leur conservation. Et je trouve que ce sont naturellement des sujets particulièrement intéressants et qui nous montrent que le monde des archives n'est pas quelque chose de aussi simple en quelque sorte que l'on pourrait le penser, et il suffit d'ailleurs pour ça de consulter les pages du Code du patrimoine, consulter aux archives, et pour ceux qui le connaissent sans doute et qui ont affaire à la consultation des documents, le fameux article 213 1 et 2 sur l'accès aux documents d'archives publiques. Donc j'en dis pas un mot de plus, mais je voulais dire que ça nous rappelle quand même au bout du compte une évidence, bien évidemment, mais une évidence qu'il convient souvent de rappeler, c'est qu'on ne fait pas d'histoire sans archives. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Un mot du président de la Société d'Histoire de la Guadeloupe. Oui, bonsoir mesdames et messieurs. Heureux de vous retrouver pour cet hommage à Jean-Pierre Sainton, qui était beaucoup de choses pour moi. J'aime pas trop en parler, revenir sur ça, donc je ne dirai pas grand-chose.
Je voudrais simplement vous dire que bon, c'est une grande perte. Ce matin, au musée Schellcher, vous avez rendu une première partie de cet hommage. Ce soir, c'est ici aux archives. Donc, nous allons continuer dans cette voie. Alors, je voudrais quand même, pour être, même si je dois être bref, je voudrais quand même vous transmettre le message de l'ancien président, du président d'honneur de la Société d'histoire de la Guadeloupe, Jacques Adélaïde, qui, bien que souffrant, voulait venir, mais qui a été déconseillé fortement. Il écrit « J'ai eu et j'ai encore très mal, un peu comme un parent qui a perdu un proche. Quand vous voyez un jeune arriver, c'est son expérience de prof, un jeune arrivé, poli, instruit, prêt à engranger encore et encore des connaissances, plein de projets, dynamiques, équilibrés, comment ne pas l'apprécier? Le soutenir. J'appréciais sa pondération, son désintéressement dans certaines situations. Il aurait été un bon président de l'Université des Antilles. Je pense, connaissant Jacques Adélaïde, je crois qu'il a mis ça exprès, parce que nous savons tous que la séparation de Jean-Pierre avec l'université n'a pas été de tout repos. Une amitié réciproque nous liait, et nous étions tous deux des deux îles sœurs, de la Guadeloupe et de la Martinique. Parce que, vous le savez tous, nous, la Caraïbe, nous avons perdu un grand chercheur, éclectique, méthodique. Voilà ce que disait Jacques Adélaïde. Je ne vais rien ajouter personnellement. Voilà, et puis bon après-midi pour cet hommage. Merci. Donc, on va laisser la parole à Christine Chivalon, qui est directrice au CNRS, anthropologue, géographe, et qui a réalisé de nombreuses études, notamment donc sur l'espace, sur la question des mémoires, sur la question de... Christine, je te regarde pour un peu d'aide, sur la question des mémoires, la paysannerie, voilà, muséographie, etc. Et qui va voilà, rendre un hommage à Jean-Pierre et introduire également la conférence. Ensuite, nous laisserons la parole à Elsa Dorlin et Mathieu Rigouste. Et ensuite, il y aura un temps de parole, un temps de discussion avec le public avant de passer aux 2 témoignages qu'on a prévus pour cet après-midi. On a eu déjà des témoignages le matin et il y aura donc Michel Zancarini-Fournel qui est en visio. Et moi-même, si on a le temps, parce que malheureusement, nos invités doivent reprendre l'avion et vu l'état de la circulation, voilà, on essaie de faire en sorte que, voilà, d'avoir le temps pour tout, mais à 17h, on sera obligé de toute façon d'arrêter la conférence. Bon, merci Clara. Donc je vais malheureusement écourter mon propos, mais je vais essayer de dire l'essentiel. Donc d'abord, je vous dis bonsoir. Je vous remercie d'être là. Donc nous sommes réunis pour rendre un hommage à notre collègue Jean-Pierre Sainton qui nous a quittés comme vous le savez tous en août 2023. Et nous avons pris l'initiative de cet événement alors que cet événement était déjà programmé depuis plusieurs mois. On avait marqué les dates de février 2024 sur nos agendas et je devais en avertir Jean-Pierre. Il ne le savait pas encore, je reculais pour le contacter. Et nous avions prévu de présenter l'ouvrage Guadeloupe mai 67, Massacrer et laisser mourir, dont Jean-Pierre est co-auteur, dans le cadre donc du groupe de recherche dont a parlé Clara, Monde Caraïbes et Transatlantique en mouvement, dont Elsa Dorlin, qui est philosophe à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, et toi, Clara, à l'Université des Antilles, et moi-même, donc anthropologue au CNRS, nous sommes membres de ce groupe. Ce groupe, il est basé à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme à Paris et au laboratoire caraïbéen de sciences sociales, donc à l'Université des Antilles en Martinique.
Et ce groupe se donne pour objectif de comprendre, depuis la Caraïbe, avec l'histoire de la Caraïbe, comment la modernité occidentale a plié des mondes à son exigence et n'a pu produire son devenir qu'à partir de l'exploitation de ces marges qui, pour nous, en fait, occupent le centre. Et dans notre travail, et dont on souhaiterait que l'historiographie de nos mondes devrait en fait s'attacher à formuler cette centralité structurelle. Et comme le dit Elsa dans l'ouvrage, en reprenant une citation de C.L.R. James, la Caraïbe est un concentré du capitalisme. C'est comme si, sur ces îles, l'histoire avait concentré, sous forme de tabloïd, le récit de 400 ans de civilisation capitaliste. Si notre groupe est à l'origine de cet événement d'aujourd'hui, il n'aurait pas été possible de le réaliser sans l'accueil que nous avons reçu, sans la contribution donc aujourd'hui des archives départementales. Et je tenais, au nom des membres de notre groupe, de la FMSH qui est basée à Paris, du LC2S à la Martinique, et aussi de l'université Toulouse-Jean Jaurès, avec le laboratoire de philosophie Erafis, donc tous ces partenaires qui soutiennent nos actions. Je vous remercie très chaleureusement et je vous exprime ma plus vive reconnaissance pour avoir permis cet événement. Alors Jean-Pierre avait été invité à nos journées d'études de ce groupe de recherche à Paris, et notamment à la journée sur capitalisme post-esclavage pour une critique caraïbéenne de l'économie politique. Et s'il est une figure intellectuelle attachée à mettre à jour les rouages masqués de la marche du capitalisme et de la modernité à partir de l'exploitation d'espaces rendus invisibles dans les reconstitutions historiennes savantes, eh bien, c'est celle de notre collègue guadeloupéen qui incarne cette figure. Le projet intellectuel de Jean-Pierre était en phase complète avec nos orientations, avec cette volonté de déplacer, replacer à sa juste place la pièce maîtresse, la clé de voûte qui ont été au fondement de cette modernité, c'est-à-dire ces sociétés à fondement esclavagiste, et révéler ce que cette modernité ne saurait s'avouer, celle d'un capitalisme dévoreur de vie assujetti au travers d'une longue litanie de faux-semblants, de discours performant une citoyenneté de façade, un progrès illusoire, une universalité travestie. Alors cet hommage que nous voulons rendre à Jean-Pierre Sainton est celui-là, une reconnaissance vis-à-vis d'un travail éveilleur qui lui fait rejoindre les plus grands noms des intellectuels antillais, comme C.L.R. James, sans lesquels nous-mêmes n'aurions pu définir les orientations qui sont les nôtres aujourd'hui, au travers de la voie qu'il a tracée, au travers de ce travail minutieux, de cette constitution de savoir rigoureux qui redonne à la recherche ses règles de noblesse, souvent perdues dans la reconduction impensée des modèles de domination. Et je m'arrêterai là pour ne pas empiéter trop sur le temps de parole de mes collègues, à qui je cède la parole. Donc Mathieu Rigouste, je crois que je n'ai pas dit que tu étais chercheur indépendant, militant, et donc ma collègue Elsa Dorla, philosophe à l'Université de Toulouse. Eh bien, bonsoir. Merci beaucoup d'être ici pour venir honorer la mémoire de Jean-Pierre Sainton et découvrir aussi le livre Guadeloupe mai 67, Massacrer et laisser mourir, dans lequel il y a la dernière contribution de notre collègue Jean-Pierre Sainton. Et le livre a été publié au printemps dernier, en mai 2023. Il est il est composé de 3 articles, l'un de Jean-Pierre Sainton qui ouvre vraiment sur une contribution de nouveau majeure sur les massacres de mai 67, de mars et mai 67 en Guadeloupe, ainsi qu'un article de Mathieu Rigouste, dont on parlera dans un instant, et une contribution de Monfay sur le concept de gouvernementalité impériale. Ce livre, en fait, il est issu d'un colloque qui a eu lieu en mai 2017 à l'occasion du cinquantenaire, de la commémoration pour les 50 ans du massacre de mai 67. Il a eu lieu à l'université de Paris 8 Saint-Denis, et c'était une double occasion, d'abord de visibilité et de justice sur l'importance du massacre de mai 67 dans l'histoire sociale et politique caribéenne, bien évidemment, mais aussi dans l'histoire des luttes et la mémoire des mouvements
syndicaux, sociaux, politiques, français, francophones, et qui concernent précisément en direct lien cet espace-temps insurrectionnel qu'ont été les années 50, 60, 70. Et dans le cadre de ce colloque, il était également pour nous très important que dans une université parisienne, francilienne, en Seine-Saint-Denis précisément, et vous allez voir pourquoi c'est important, on rende hommage à la mémoire des victimes de mai 67, aux familles et au peuple guadeloupéen, et aussi qu'on étudie, qu'on prenne en charge et en considération la façon dont l'archipel guadeloupéen, la Guadeloupe, mais aussi la Martinique et la Guyane ont pu être un laboratoire d'expérimentation, mais aussi de déploiement d'un certain nombre de techniques de répression qui ont été à la fois des techniques de répression policières et militaires, donc d'expérimentation de mise à mort ou d'exposition au risque de mort, mais aussi un lieu d'expérimentation, un laboratoire dans la continuité évidemment des systèmes esclavagistes et des systèmes qui lui ont succédé. Un laboratoire aussi d'élaboration idéologique, sociale, de discipline et de contrôle des populations, qui en quelque sorte ont déployé des systèmes d'exposition au risque de mort tout à fait variés et qui ne concernent pas seulement la répression sanglante des mouvements sociaux, syndicaux, indépendantistes, autonomistes ou nationalistes. Et dans ce cadre-là, ce qu'il était important de montrer, c'est qu'on ne peut pas comprendre en quelque sorte mai 67 si on ne voit pas le dispositif étatique global qui se met en place, avec des politiques à la fois militaro-policières, mais également économiques, sociales, démographiques, migratoires. Et il faut réinscrire en quelque sorte la répression qui s'est tenue dans ces journées de mai 67 dans le cadre, encore une fois, d'un dispositif qui va donner lieu également au déplacement de population à travers le BUMIDOM, mais aussi à travers l'imposition du service militaire réservé aux domiens, mais aussi des politiques sociales, familiales, sexuelles, de contrôle en quelque sorte du corps des femmes et des questions démographiques. Et évidemment du contexte économique qui est absolument déterminant en cette fin de la décennie 60, puisque ces 67 en quelque sorte annoncent, parce que j'emploie le terme de Christine Chivalon, un basculement en quelque sorte dans un contrôle par d'autres moyens, au moment où la canne s'effondre, où se met en place toute une série de réformes économiques à travers évidemment la banane, mais aussi le tourisme, et où va se déployer d'un point de vue économique toute une réflexion sur ce que bien plus tard Glissant appellera une société de consommation sans production, et qui a été très important. Et pourquoi je cite Glissant, et en particulier le Glissant du discours antillais de 81, parce que Glissant s'inscrit dans le discours antillais, dans la continuité théorique, philosophique, politique des mouvements indépendantistes, mais aussi des penseurs caribéens qui les ont portés, et qui les ont portés dans une aire géographique qui est celle justement de l'unité caribéenne. Et à travers cette unité caribéenne, il y a une figure guadeloupéenne qui est particulièrement importante, sur lequel Jean-Pierre Sainton poursuivait des recherches et prévoyait un grand livre déterminant. Et c'est Albert Béville, grand intellectuel, militant pour l'unité caribéenne, et qui, dans un texte majeur paru dans Esprit en 1961, travaillait sur ce colonialisme bien particulier dont a été la cible la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, qui est liée à l'idéologie de l'assimilation, et l'idéologie de l'assimilation à travers précisément une répression à la fois sanglante des massacres d'État,
mais aussi un système économique et de mise en place, en quelque sorte, d'une forme de contrôle des populations des plus aliénantes, pour reprendre encore une expression glissantienne. Et ce que dit Albert Béville dans ce texte de 61, justement dans cette décennie, c'est précisément que l'assimilation, c'est le colonialisme abouti, réussi. C'est-à-dire que c'est vraiment, non pas, on n'est pas dans une situation de post-colonie ou de post-colonialisme, mais on est précisément dans un système, la mise en place d'un dispositif qui achève le colonialisme et qui, en quelque sorte, le parfait à travers justement des politiques tout à fait inédites. Si je parle d'Albert Béville également, c'est que Albert Béville va mourir dans le crash de l'avion de juin 62, justement, qui va se crasher en Guadeloupe, qui revient, c'est l'avion qui vient de Paris. Albert Béville est à ce moment-là interdit de territoire en France. Il prend l'avion de façon clandestine. Il va mourir dans cet avion avec plus d'une centaine d'étudiantes et d'étudiants guyano-antillais. Et dans cet avion, il y a également une personnalité très très importante pour cette décennie qui nous occupe, c'est Justin Cataillé, grand député guyanais. Et dans un de ses derniers discours, Justin Cataillé disait à l'Assemblée nationale, justement dans un discours important, dans la voie de l'indépendantisme révolutionnaire, que pour justement l'unité guyanaise, en l'occurrence, qu'il s'opposait à l'envoi de troupes en provenance d'Algérie qui étaient prévues pour stationner en Guyane pour précisément imposer une trame disciplinaire de surveillance et de contrôle des corps, mais aussi de prédation des terres et des ressources qui venaient directement de l'Algérie. Et ce cas, sur cette question précisément, que moi j'ai étudié, et également évidemment avec Mathieu Rigousse, de la circulation impériale des dispositifs coloniaux, en fait, il faut bien se rendre compte que mai 67 correspond au point paradigmatique de ce transfert de troupes, de fonctionnaires, de dispositifs de maintien de l'ordre qui viennent directement de l'Algérie française, au moment même où l'Algérie française, où la France perd son Algérie. Or, dans cette configuration-là, on sait que sur les événements, par exemple, de décembre 59 en Martinique, où il y a eu 3 jeunes adolescents, un jeune homme assassiné par la police française dans un mouvement insurrectionnel et de mobilisation des travailleurs de grève, que ce soit en 59 et évidemment avec la question de l'avion de 62, en 62-63 en Martinique, en 67 en Guadeloupe, où gronde justement l'insurrection et l'organisation indépendantiste, l'ensemble des dispositifs qui vont être envoyés, notamment le préfet Parsi en Martinique en 59, vient directement de la préfecture des Oasis à Alger, et le préfet Parsi est partie prenante du réseau OAS et va imposer un maintien de l'ordre qui est directement lié à ce qui a été déjà, dans une continuité impériale, imposé à l'Algérie. De la même façon, on le verra, c'est le cas de la Guadeloupe de façon encore plus, je dirais, brutale et encore plus complexe, et avec des généalogies et des ramifications qui touchent à notre propre contemporanéité. Et lorsque l'on parle de ce transfert de cet Atlantique impérial, qui est un transfert technologique, idéologique et militaire de dispositifs, encore une fois, il n'y a rien ni de symbolique, c'est pas du tout une figure de style, c'est une observation précisément très, très précise des carrières ou de la prosopographie des préfets, par exemple, qui sont en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane à cette période, et qui montrent effectivement les carrières préfectorales ou de fonctionnaires qui se jouent sur cette question, à tel point que, par exemple, on sait aussi
que ça ne concerne pas que la préfectorale, mais aussi les questions d'aménagement du territoire ou les questions directement économiques, où on a des dispositifs comme le plan Constantine qui était prévu pour l'Algérie en 1956 et qui n'a pas pu être totalement mis en place, donc de réformes urbaines, d'occupation du territoire à travers les services sociaux, à travers un soutien économique, à travers voilà, toute une organisation sociale. Le plan Constantine va être, après 1959, directement transféré à la Martinique, terme à terme. Voilà. Et donc, le dernier point sur lequel je vais revenir, parce que Mathieu va bien approfondir et développer pour ce qui concerne la Guadeloupe ce point. Dernier point sur lequel je voudrais revenir, c'est en prenant occasion d'exprimer un immense merci aux archives départementales de la Guadeloupe, à la Société d'histoire guadeloupéenne pour nous accueillir et pouvoir avoir l'occasion de rendre hommage à cette recherche absolument magistrale de Jean-Pierre Sainton qui a donné lieu à nos propres recherches et qui nous a accompagnés tout au long de ces réflexions. Il me semble qu'il y a une réflexion, enfin qu'il y a justement une interrogation sur qu'est-ce qu'une archive et qu'est-ce qu'une trace. Parce que justement, mai 67 pose la question de qu'est-ce qu'une trace et qu'est-ce qui reste et où exactement. À la question qu'est-ce qu'une archive se pose d'abord le problème de la matérialité de l'archive. Qu'est-ce qui constitue justement une archive? Dans sa matérialité, il se peut qu'il y ait des dispositifs répressifs dont la finalité est précisément la disparition, la destruction et l'effacement de l'archive, son recouvrement. Et la deuxième chose qui est importante, c'est sur ce qu'on pourrait appeler, là je vais faire un peu ma philosophe, quoi, une ontologie de l'archive, qui est un thème qui a été magnifiquement mis en littérature par Maryse Condé. Qu'est-ce que c'est qu'une trace, hein? Et qu'est-ce que c'est qu'une trace quand finalement l'archive, ce sont nos propres corps, ce sont les voix des défunts, ce sont les tombeaux sur lesquels on ne peut plus aller se recueillir parce qu'ils ne sont pas là, ce sont les sépultures impossibles, ce sont les traces des bâtiments de la préfecture de Pointe-à-Pitre dans lesquels des militants et des Guadeloupéens ont été torturés dans ces nuits du 26 et du 27 mai. Et donc ça aussi, c'est une archive. Le bâtiment parle et on sait très bien ce qu'est que cette mémoire des lieux. Il y a également dans cette question de l'archive une politique d'État sur laquelle il faudra revenir. Mai 67, on sait très bien, c'est le cas également pour un certain nombre de mouvements de l'unité caribéen. La question de l'archive, ça a été clairement la question de ce qu'on appelle aujourd'hui une production d'ignorance. Une production d'ignorance à l'échelle de la mémoire nationale guadeloupéenne, à l'échelle de l'ère caribéenne, à l'échelle de la mémoire nationale française, par exemple, qui parle de mai 67. Je vois Pierre Audin qui est là et qui est spécialiste justement du lien entre l'histoire des mouvements syndicaux, politiques guadeloupéens et qui a contribué à cette archive qui a relié mai 67 et mai 68 en montrant effectivement la façon dont ce mai 67 a été oublié par le mai 68 dont on a en quelque sorte fait une forme de mystification. Donc il y a cette question de la mémoire nationale. Et la mémoire nationale, en partie, les archives en sont à la fois les dépositaires, mais aussi c'est là où on questionne, en quelque sorte, cette mémoire nationale. Qui l'écrit ce récit et qui le fait? Il y a une très belle phrase de Walter Benjamin, qui est un philosophe que j'aime beaucoup dans les thèses sur la philosophie de l'histoire, et qui rappelle dans la 11e thèse que justement l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs et que notre devoir et notre éthique et notre politique en tant qu'enseignants-chercheurs, c'est de restaurer et d'entendre la mémoire des vaincus. Et donc c'est ce qu'on fait, et en essayant aussi de travailler sur cette idée que qui dit vaincu ne dit pas silencieux, et qui dit vaincu ne dit pas le genou à terre ni le flanc ployé. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonsoir, merci beaucoup de partager ce moment-là avec nous. Je vais devoir faire vite aussi, mais donc je vais essayer de vous transmettre le plus possible des pistes de ce qu'apparaît dans les archives du préfet Bolotte. Je vais vous le représenter, peut-être juste dire 2 mots sur ce que je fais. Je fais de la recherche indépendante en sciences sociales, c'est-à-dire en dehors de l'université, avec l'idée qu'il y a dans les méthodes critiques des sciences sociales des outils pour les luttes et pour une compréhension des systèmes de domination qui nous servent à
les bouleverser. Je travaille sur la société sécuritaire contemporaine et j'ai passé la plus grande partie de mon temps sur l'histoire de l'Empire français. Mais depuis quelques années, je m'aventure dans une analyse comparée en histoire globale des régimes impériaux, et du coup principalement en comparant avec l'histoire des États-Unis et de l'impérialisme britannique. Et c'est très intéressant parce qu'on y voit émerger plein de choses évidemment on voit pas quand on regarde que la France, mais du coup des choses qu'on aurait pu prendre pour des spécificités et finalement qui ne le sont pas. Et donc quand on a des choses qui apparaissent de la même manière à plusieurs endroits en même temps, ça peut pas être un hasard, c'est qu'il doit y avoir de la structure derrière, il doit y avoir une mécanique ancrée dans des rapports de force et qu'il faut comprendre. Et par rapport à ça, peut-être que je vous donne juste quelques éléments justement de pistes théoriques qu'on s'est pas partagées tout à l'heure et qui nous permettront justement de discuter d'autres choses. On a une notion dans cette histoire comparée globale qui s'installe en ce moment et qui est de résonance impériale, et qui est d'essayer de voir que des choses que toutes les chercheuses et chercheurs observent forcément quand on travaille sur du colonial, mais de voir ces allers-retours, cette circulation de dispositifs discursifs, pratiques, savoir-faire, matériels, alors d'un côté des métropoles, des centres impérialistes vers les périphéries, et puis des retours avec adaptation. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ces adaptations et ces retours n'arrivent pas à n'importe quel moment. Ils arrivent quand il y a un besoin, du point de vue du centre, d'adapter ces technologies de savoir et de pouvoir. Et de ce point de vue-là, on a une autre question qui est fondamentale et que va nous montrer, qui illustre de manière exemplaire le parcours de Bolotte. C'est la question de la militarisation, dont on entend beaucoup parler dans le domaine des violences d'État aujourd'hui, mais où finalement, si on aborde l'histoire globale impériale depuis les opprimés, depuis les colonisés, depuis les damnés de la terre, il n'y a pas de moment où la police est complètement démilitarisée. Il n'y a pas de moment, où les moments où la guerre est déployée contre des populations civiles sont récurrents. C'est absolument pas l'exception que nous a asséné le discours de la modernité occidentale, selon lequel la guerre, ce serait entre deux États, entre deux armées, à l'extérieur, etc. Quand on regarde depuis la situation coloniale et depuis les opprimés, en fait, on a de la guerre et de la militarisation en permanence. Et du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des vagues de militarisation, on a des vagues militaro-sécuritaires. À chaque fois qu'il y a crise, qu'il y a un problème dans la reproduction des rapports de domination, les configurations de domination vont chercher dans les répertoires, dans les laboratoires du dispositif et vont l'adapter. Et donc, on a des vagues comme ça qui viennent réadapter les formes de pouvoir. Et mai 67 est une vague militaro-sécuritaire très importante pour comprendre ce qui se passe justement dans ce qu'on a plus largement appelé le moment 68, et moi qui est très importante dans mon travail parce que l'un des fils rouges de mes recherches, qui est la contre-insurrection, la guerre dans et contre les populations, et qui passe son temps à circuler entre situation coloniale et situation métropolitaine, eh ben, il se passe quelque chose de fondamental autour de 68, mais déjà ça commence quelques années avant et puis ça se développe évidemment après. C'est la reconfiguration néolibérale et sécuritaire qui vient nous montrer que les dispositifs de guerre qu'on disait dans les populations passent à un dispositif de guerre dans la population, et qui va bouleverser le système de police, encore une fois, comme à chaque fois qu'il y a eu crise. Il faut que j'avance sur ça, mais on a quelque chose d'exemplaire dans le parcours de Bolotte, sur lequel je vais vous donner quelques pistes, parce que je ne pourrais pas m'étendre. J'ai du coup été travailler sur les archives. Il y a deux composantes principales des archives de Pierre Bolotte à la Fondation nationale des sciences politiques à Paris, où il y a à la fois des documents qu'il a emportés avec lui après ses passages dans différentes préfectures,
et donc dans lesquels il y a des documents classés, confidentiels défense, des choses comme ça, donc évidemment qu'il n'avait pas le droit d'emporter, mais que du coup auquel il nous donne accès finalement, et on peut imaginer, vu le contenu, qu'il les a emportés parce que c'était pas glorieux pour son roman personnel. Et en même temps, il a construit justement un récit, il a performé un récit de lui-même tout au long de son histoire, dans lequel, dans cette histoire de la guerre dans les populations, il se positionne comme une sorte de gestionnaire essayant se présentant lui-même comme quelqu'un qui va contenir l'usage de la terreur d'État. Et comme vous allez le voir, et comme toute cette fraction de la contre-insurrection à travers les époques, finalement, participe surtout à normaliser et à justifier et à légitimer l'usage de la torture, de l'internement, des disparitions, à travers un décor idéologique. Il faut absolument que j'avance. L'autre partie de ces archives, c'est une autobiographie jamais publiée, dans laquelle, encore une fois, il se présente, se raconte, mais dans laquelle il nous donne accès à de multiples aspects de la manière dont il voit son travail et son positionnement dans le champ militaro-sécuritaire, et puis sa mission historique, et dans laquelle il se raconte, mais il raconte ce à quoi il a affaire. Et donc maintenant, j'avance très vite, Pierre Belote rentre dans l'administration française sous Vichy. Il est très très jeune, il a 24 ans. Il va être reconduit, comme une grande partie des fonctionnaires qui lui ressemblent. Et il va directement faire sa formation à la guerre dans les populations, à la contre-insurrection en Indochine, avec des militaires évidemment d'une droite très très dure, coloniale, raciste, etc., anticommuniste profondément, et dans laquelle il va revenir avec une conscience de lui-même, se pensant comme un ingénieur de la guerre dans les populations, un expert de la contre-insurrection, et qui va le conduire à tracer sa carrière en fonction de ça. C'est-à-dire, il va faire un aller-retour en Guadeloupe très rapidement à ce moment-là, puis il va aller en Algérie à sa demande. Et à sa demande, c'est bien parce qu'il sait ce qui est en train de se passer. Enfin, il croit lire dans la révolution algérienne encore une sorte de manipulation de la pieuvre soviétique qui viendrait manipuler les peuples colonisés pour les embarquer dans un projet de subversion mondiale. Et donc lui, comme tous les autres de son groupe, serait un rempart à la subversion mondiale. Et il va développer toute une série adaptée, il le dit très clairement, adapter ce qu'il a appris en Indochine, il va l'adapter en Algérie. Et il crée des nouvelles choses comme des commandos militaro-policiers, des petits groupes, des petites unités autonomes d'hommes en armes chargés de pénétrer les populations pour faire du renseignement, faire du coup de poing, et puis briser les résistances, en réalité, lui va dire pacifier. Ça va avoir une importance. Ça va avoir une grande importance pour la suite de sa carrière. Je suis obligé d'avancer. C'est quelqu'un qui est très important dans la dite bataille d'Alger et dans le dispositif de protection urbain, et qui n'a pas été assez connu pour ça, où encore une fois il justifie l'usage de la torture, des disparitions et de l'internement de masse comme un homme de gauche quasiment. Voilà. À la suite de ça, il va être 4 ans à La Réunion, où il participe encore une fois à une politique de pacification, et qui là passe principalement, comme l'a dit Elsa Dorlin, par une politique de contrôle du corps des femmes racisées, une politique de natalité, où l'idée que le corps des femmes et que les enfants sont en tant que tels une menace subversive. Et à la suite de ça, il va donc être installé en Guadeloupe, où les archives nous montrent que dès le début, il déploie sa grille d'analyse, sa grille de lecture contre-subversive. Il est là dans un moment, dans une séquence où il est persuadé, et il y a des éléments de vérité, en tout cas que la Caraïbe est l'espace d'un processus subversif. Et effectivement, il y a un mouvement indépendantiste dans toute la zone, dans toute la séquence qui se construit, comme il y a un mouvement révolutionnaire mondial à cette époque-là. Voilà. Et donc lui arrive avec déjà ce programme consistant à repérer les subversifs. Et donc il envoie les services de renseignement surveiller, ficher, déterminer qui sont les subversifs, qui sont les étudiants politisés, qui sont les militants, etc. Et quand arrivent les troubles de mars 67, puis cette révolte ouvrière de mai 67,
il va aller piocher dans ce répertoire anti-subversif. Qu'est son répertoire principal? Qu'est son logiciel principal? Qu'est-ce qu'il va développer? Utilisation d'unités militaro-policières, déploiement de la gendarmerie, à travers une grille de lecture selon laquelle il faut briser absolument le noyau subversif qu'il a identifié dans le gong, où il a des termes où il considère que le gong est en gros la prémisse de quelque chose qui va ressembler au FLN et au Viet Minh et qui va déboucher à un moment sur une guérilla et sur un processus de renversement de l'impérialisme français et qui déboucherait du coup sur le communisme mondial, etc. Et donc, mais j'insiste sur ça parce que tout ça justifie l'utilisation d'un régime de brutalité organisé paroxystique dès les premiers signes. Et donc, il va déployer ça. Dès que la révolte s'engage, il va y avoir 2 morts, et notamment une personne qui a déjà été ciblée par les services de renseignement comme un subversif, Jacques Nestor. Il va y avoir un autre mort, puis un adolescent. Les révoltes se déclenchent. Les révoltes sont traitées sur le mode militaro-policier. Donc avec déploiement de ces unités militaires, elles-mêmes formées à faire la guerre dans les populations, qui vont quadriller la ville, qui vont mener des chasses à l'homme, qui vont capturer, mener des tortures, des disparitions après pour des personnes qui ont déjà été accueillies dans les hôpitaux. Donc où on a vraiment une chaîne de pouvoir qui consiste à saisir les corps pour les faire disparaître, où on n'est pas du tout dans la dérive et dans quelque chose de marginal, mais on est dans l'application d'un programme de guerre dans les populations. À la suite de ça, ce savoir-faire est encore une fois reconnu par l'État français, qui va le ramener en France et va lui donner, au début des années 70, la charge de mettre en œuvre la police d'un nouveau département, la Seine-Saint-Denis, qui vient d'être conçu, et c'est aussi, il le dit dans ses écrits, qui est un département qui est conçu comme un département mêlant les travailleurs immigrés et la banlieue rouge et le communisme municipal. Et donc, on lui demande, et donc c'est l'époque de Marcellin, par exemple, c'est l'époque d'un anticommunisme virulent au ministère de l'Intérieur, d'inventer une police chargée de pénétrer les classes populaires et les milieux communistes de la périphérie parisienne. Et il va diriger la mise en place de petites unités militaro-policières, de petits commandos chargés de pénétrer les populations pour aller faire du coup de poing, comme ce qu'il a fait en Algérie, qu'il adapte, et c'est la naissance des BAC, des brigades anticriminalité. Brigades dramatiquement connues pour leur dynamique de violence, de brutalisation, de mise à mort, et qui fondent d'une certaine manière la police de l'ère néolibérale et sécuritaire. Voilà, je vous remercie. Nous allons passer au témoignage, puisque Michel Zancarini-Fournel, avec le décalage horaire, il va être 10h chez elle. Donc, on va lui laisser la parole. Oui, d'abord, je voulais rappeler des choses très concrètes. C'est qu'aujourd'hui, on est le 21 février et que c'est la journée anti-impérialiste que célébraient les organisations étudiantes de tous ordres dans les années 60-70, et que le 21 février 68, il y avait une manifestation à Paris pour soutenir les gens qui allaient passer en procès, que le procès allait s'ouvrir le lendemain, donc le procès du procès des Guadeloupéens à Paris, devant donc la Cour de sûreté de l'État. Donc c'était pour rappeler ça. Par rapport à ce qui était dit tout à l'heure sur la question des archives, je crois qu'il faut distinguer à la fois les archives publiques auxquelles il y a des procédures très très claires entre guillemets pour y accéder pour tout citoyen, citoyenne, donc les archives nationales, y compris les archives de la Défense, pour lesquelles j'en ai parlé ce matin, mais je ne vais pas y revenir, mais la commission d'enquête historienne sur les événements traumatiques des Antilles et de la Réunion, donc ont eu accès à ces archives
dont une part était classifiée et ont pu être déclassifiées. Les archives de la Fondation des sciences politiques, dans lesquelles se trouvent les archives Bolotte, sont des archives de type privé et qui sont un certain nombre d'hommes politiques et de hauts fonctionnaires déposent leurs archives là, et c'est en fait un fonctionnement qui est complètement autre que les archives publiques. Voilà, c'était juste une mise au point. Moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, ce soir, c'est un peu rappeler les discussions que j'ai eues avec Jean-Pierre Sainton à partir du moment où j'ai fait sa connaissance, c'est-à-dire au CAPES de Créole en 2002. Et donc, à partir de là, j'ai eu des discussions extrêmement approfondies, importantes, et en particulier qui se sont intensifiées à partir de 2009 et des événements, donc des luttes sociales contre la profitation. Et à ce moment-là, nous avons donc engagé une discussion qui était à la fois sur la façon d'écrire l'histoire et d'épistémologie d'écriture de l'histoire, et aussi sur le métier d'enseignant. J'ai eu le plaisir et l'honneur, Jean-Pierre m'avait demandé en 2011 de faire la préface à son livre qui était tiré de son HDR sur la décolonisation improbable, parce que j'avais écrit un texte sur l'histoire mutique des Antilles, et donc nous partagions le fait de une citation que j'avais donnée en exergue, Nulle île est une île, qui était un livre de Carlo Ginzburg, parce que Jean-Pierre pensait aussi, il l'a dit dans un témoignage qu'il a fait en 2015 pour une ANR qui s'appelait Itinéraire. Donc il a dit aussi que c'était très important de faire l'histoire, bien sûr antillaise, mais aussi de sortir de l'histoire antillaise. Et il a fait un article très peu connu mais important en 2013 dans la revue Outre-mer, où il avance une analyse des temporalités, des territoires et des dynamiques des sociétés, qui démontre son souci constant de réfléchir à l'écriture de l'histoire, à l'épistémologie. Il disait, pour comprendre profondément l'histoire insulaire des Antilles, il faut paradoxalement en sortir. Et il appelle en conclusion à une épistémologie donc de l'histoire des intersections, de l'intersectionnalité, donc, est quand même une question importante pour aborder l'histoire. Voilà. Alors, je vais abréger simplement. Je vais terminer sur les projets d'écriture qu'avait Jean-Pierre, très nombreux. Mais il en avait un auquel il tenait, et donc je vais le citer. C'était un article pour la revue Parlement, qu'il devait faire pour 2025, sur, je cite le titre qu'il avait donné, La longue marche du nationalisme guadeloupéen, du Gong au LKP, 1963-2023. Et pour ce numéro qui était dirigé par Sylvain Marie, qui va être consacré aux politisations nationalistes outre-mer depuis 62, il se proposait donc, d'après sa note d'intention à la direction de la revue, je le cite, de retracer l'évolution de 60 ans du nationalisme guadeloupéen en mesurant son échec politique et idéologique au regard de son infusion culturelle et sociale. Voilà, et je voulais terminer, j'ai abrégé, pour dire que sa connaissance intime du mouvement nationaliste en Guadeloupe me laisse à penser qu'il était un des seuls à avoir la distance et l'empathie indispensables pour écrire un tel bilan raisonné. Merci. Je vais laisser la parole à Juliette Sainton, que tout le monde connaît. Juliette qui est linguiste, qui est docteur qui a un double titre de docteur en études anglophones et en linguistique, et qui a beaucoup contribué à la formation des professeurs de créole avec des articles, mais également 2 manuels dans le guide du créole guadeloupéen. Je ne vais pas être longue, je me rends compte que le temps passe. Oui, c'est vrai. Et ce que je voudrais faire, c'est tout simplement
recadrer un petit peu, disons, l'attention sur Jean-Pierre Sainton lui-même. Pour dire que, en fait, il a fait un long cheminement avec Mai 67 et que c'était une histoire de famille. À partir du moment où son père, avant même que son père ne soit arrêté, à 5 heures du matin, il dormait, les gars sont rentrés dans la maison, ils l'ont voyé rouler par terre sans le réveiller pour chercher les armes sous le matelas et les preuves de la culpabilité du père. Il dormait, il s'est réveillé, il avait pas tout à fait 12 ans. Et c'était quand même un petit peu difficile pour lui. Donc il a toujours retenu ça. Et puis il y a eu son père qui est parti en France, il y a eu pour le procès. Et puis il y a eu lui qui a été enlevé du foyer. Il a été envoyé en Martinique chez sa grand-mère et chez les tantes pour continuer sa scolarité, alors que la mère était partie en France pour soutenir son époux. Voilà, il y a ça. Et puis il y a aussi un épisode que j'ai toujours appelé, moi je l'ai toujours appelé le protecteur mystérieux, parce que quelqu'un, pendant la grosse période après le 26 et le 27 mai, il y a quelqu'un qui est venu et qui a demandé à la mère et à Jean-Pierre de préparer leurs affaires, et ils ont dormi dans les bois pendant plusieurs jours. Un mystérieux protecteur qu'ils ne connaissent pas bien et que le père ne connaissait pas, et ensuite, quand il a pensé que c'était bien pour eux de les ramener, donc il les a ramenés à la maison. Vous voyez, donc il a cheminé avec Mai 67. Ce que je voulais dire, c'est que moi, j'étais étudiante à Paris et j'habitais à Nanterre en 1976 lorsque Jean-Pierre arrive sur le campus, et tous les étudiants guadeloupéens de la GEG et les étudiants martiniquais de la GEM se disent: si il y a un agitateur qui va arriver. Et donc, il ne faut pas lui faire confiance du tout. Et puis, moi, j'étais la responsable culturelle du cercle culturel des étudiants guadeloupéens à Paris, et plus particulièrement à Nanterre. Et on préparait, comme d'habitude, chaque année, une pièce de théâtre. On avait une vraie vie culturelle. Et alors, il arrive et il fait une proposition de fresque. Et donc, là, dans la fresque, il y avait toutes les périodes de l'histoire de la Guadeloupe. Et c'est de là, d'ailleurs, que nous avons pensé beaucoup. Mai 1802, mai 1948, c'est-à-dire qu'il a aligné les choses. Mai 1967, il a aligné pour nous. Et il avait fait une très belle fresque, une très, très belle fresque historique, mise en scène par lui et par Franz Sucab, à l'époque, avec de jolies couleurs. Les filles étaient habillées avec les couleurs du drapeau du Congo, et vraiment, toute l'histoire de la Guadeloupe racontée là. Je l'ai dit ce matin, avec un disque vinyle, il a fait un chant que tout le monde connaît, mai 67, Mignon Lodel en mort, on criait en mouille, on criait à l'assassin, on criait bourreau, légionnaire déclarer la guerre à la Guadeloupe. Ce sont ses propres paroles, ce ne sont les paroles de personne d'autre. Donc, vous voyez ce cheminement qu'il a fait avec mai 67. Et il le dit dans Elsa Dorlin ou Jean-Pierre Sainton, 2023, à la page 16, il dit à ce stade, je ne puis non plus extraire celui qui parle de cette histoire. Ce sont des événements qui se déroulèrent dans mon pays et frappèrent dramatiquement mon peuple. Donc il est vraiment dedans, et lorsque il va faire sa soutenance d'HDR, habilitation à diriger les recherches, pour candidater au poste de professeur des universités, il va plaider pour mai 67 en mettant mai 67 dans son plaidoyer. Vous voyez, donc c'est pas un truc comme ça. Et puis aussi, il faut dire que autre chose, il a rencontré Raymond Gama. Et cette rencontre-là était importante, je crois. C'était des gens très différents l'un de l'autre, très, très, très différents, mais ils se sont rencontrés et ils ont fait un travail ils ont des formations auprès de jeunes militants ou de jeunes d'associations culturelles. Ils ont fait un véritable travail. Et chaque année, depuis 1983 ou 84, avant la publication de mai 1967 en 1985, eh bien,
ils ont fait des conférences régulières. Les associations, ils étaient vraiment... Quand mai arrivait, c'était toujours en mai, parce que c'était une affaire de patriotisme, de militantisme, d'indépendantisme et tout. Et donc, il y a eu beaucoup de conférences, beaucoup de montages diapos. Je pense qu'on peut trouver un peu partout. Il y en a vraiment eu beaucoup. Et le disque même a été repris par son fils, Sadi Sainton, qui est musicien et tout. Et puis, le livre a été publié à nouveau. Le livre a été à nouveau publié une deuxième fois. Et quand il a commencé à rencontrer justement Michel Zancarini-Fournel, a dit quelque chose. Quand il l'a rencontré, c'était quand même un point important. Il ne voulait pas au départ, mais puis ensuite il a vu ses écrits et il a dit c'est quelqu'un qui est digne quand même de parler pour quelque chose qui est arrivé et qui restait totalement lettre morte. Et puis ensuite, quand c'était un débat à la maison, Elsa Dorlin, tu dis que je vais faire ça. Ah mais non, mais je ne vais pas faire ça. Et je n'irai pas en France perdre mon temps et tout ça. Et puis finalement, il est convaincu qu'il doit y aller. Après, c'est un autre problème. Ah, elle m'a demandé d'écrire le livre. Ah non, je ne vais pas faire ça. Tu vois, mais il y avait vraiment des débats constants sur mai 67 à la maison et les enfants ont grandi avec. Et donc, je vais vous redire comme ce matin que je suis vraiment contente que le livre ait obtenu ce prix littéraire parce que c'est pour vous, quelque part, une reconnaissance du travail que vous avez fait, une reconnaissance, disons aussi, vous avez réussi à le convaincre de venir avec vous. Parce que convaincre Jean-Pierre, c'est pas une chose facile. Okay? Vous avez réussi à le convaincre et moi je trouve que c'est très bien. J'aurais pu rester chez moi, mais sachant quand même l'importance que ça aurait pu avoir pour lui, même s'il n'aime pas la reconnaissance. Et ça, je le dis toujours, je suis venue, mais ce matin et cet après-midi. Voilà, c'est ce que je voulais dire.